Moi, je suis chercheur, biologiste, je travaille sur le développement des plantes. Mais mon lien à l'agriculture est vraiment très distant, parce que c'est vraiment mon lien aux plantes. Et je travaille beaucoup sur la question de la robustesse. Donc, maintenir le système stable malgré les fluctuations, la robustesse. Et du coup, qui se construit en allant contre la performance, parce qu'il faut ajouter des marges de manœuvre. Voilà, si je le dis un petit peu rapidement. Et du coup, dans le film, vous avez vu une critique de l'optimisation, un soutien à la biodiversité cultivée, à des pratiques agricoles, la complexité, rien n'est simple, hein, voilà, et tout ça, toute cette nuance-là, ça résonne très fort avec la robustesse sociale, écologique, voilà, sur tous les plans. Enfin, si je devais le dire rapidement. Et aussi, quand même, c'est aussi un objet culturel, un film. Mais en fait, ce qui nous arrive là, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise géopolitique, ce n'est pas une crise écologique, c'est une crise culturelle. Parce que le néolithique, quand on invente l'agriculture, en fait, c'est des humains qui veulent contrôler la nature. Et aujourd'hui, la nature se réveille. On a perdu le contrôle. Et donc, il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle. C'est plutôt la civilisation de la robustesse. Là, voilà, il y a tous les ingrédients dans ce film pour voir à la fois le côté, la perte de contrôle, comment on fait dans un monde inconnu, incertain, et c'est aussi un objet culturel, où on questionne les mentalités, les cultes, hein, finalement, la dérive sectaire dans laquelle on s'est tous un peu laissé embarquer, finalement, hein, dérive sectaire de la performance, de l'optimisation. Et donc, il va falloir entamer la déprise sectaire. Ce film est un pas dans cette déprise sectaire. Du coup, je vous pose la même question qu'à Olivier, c'est-à-dire en quoi est-ce que le film vous fait écho à votre expérience à vous, perso ou pro, mais bon, plutôt perso quand même. Et du coup, l'invitation, c'est de parler de ça deux par deux avec votre voisin ou votre voisine pendant 2 minutes, et ça passe très vite. Si possible que vous ne connaissez pas, c'est encore mieux, comme ça vous aurez fait une rencontre ce soir, c'est toujours agréable. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez vous retourner, juste mettez pas les pieds sur les sièges, sinon je vais me faire engueuler. À tout de suite. Alors, du coup, s'il y a des gens qui ont envie de nous partager un truc qu'ils ont échangé ou qu'ils ont entendu, si le partenaire est d'accord, voilà, un partage, un truc que vous aurez envie de nous partager. Bonsoir Vincent. Juste un petit commentaire d'abord. Moi j'ai été très étonné dans le film parce que j'ai trouvé que les gens que vous avez approchés, qu'on a vus, ont l'air heureux. Et on parle beaucoup d'agriculteurs, notamment des producteurs laitiers. J'en connais quelques-uns qui sont au bord du suicide en ce moment. Et là, on a vu des gens qui avaient l'air, en tout cas, heureux. Ça, c'est le commentaire. Et du coup, j'ai une question, qui n'est pas un témoignage par rapport à ce qu'on a discuté, mais ce qu'on voit moins dans le film, est-ce qu'on a l'impression, localement, dans les territoires, que les pouvoirs publics commencent à s'intéresser au sujet, ou est-ce qu'il y a des gens que ça fait réagir au sein des pouvoirs publics, des communautés de communes, des choses comme ça? Donc du coup, la communauté de communes du Val-de-Drôme, notamment, elle a une grosse antériorité, ça fait 30 ans qu'ils travaillent ces sujets-là. Donc pour dire 2-3 exemples, mais les cantines, elles sont branchées sur le local et le bio depuis déjà au moins 10 ans. Il y a des réflexions en cours avec des gros appels à projets européens en ce moment pour travailler sur la question des sols, de la vie dans les sols, etc. C'est des collectivités qui ont acheté du foncier pour permettre à des agriculteurs de se maintenir en place. Donc ils sont intervenus dans le champ, un peu le champ réservé de l'agriculture, parce que du coup, voilà. Il y a actuellement, suite à ce que vous avez vu là, des réflexions pour essayer de stocker de l'eau, pour pouvoir permettre en fait, sur cette zone en crise, donc sur ce périmètre d'irrigation qui est en crise, comme vous l'avez vu, d'avoir un stockage d'eau, que ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à le faire, ils ne se mettent pas d'accord, il n'y a pas de terrain, etc. Et donc là, il y a un peu de soutien parce qu'ils aimeraient bien essayer de débloquer la situation, tout en leur disant, ok, on peut vous aider à stocker de l'eau, par contre, il va y avoir des conditionnalités agroécologiques. Donc produire, enfin, elles ne sont pas fixées, hein, mais par exemple, produire pour le local, faire tel type d'assolement, faire tel type de haies, passer en bio, voilà, ou un panachage de tout ça. Donc ça va être un peu un terrain d'expérimentation de ce type de conditionnalité, qui n'a pas trop bien marché à Sainte-Soline, parce qu'il y en avait aussi, je crois, des conditionnalités dans ce coin-là, sur des haies, etc., qui aujourd'hui ne sont pas là. Donc voilà, donc au niveau des communautés de communes, plein d'autres trucs, il y a une plateforme de compostage qui est en train de se monter localement pour justement les fameuses fientes là, des volailles, pour les réutiliser. Donc voilà, il y a plein de choses dans une réflexion du coup de mettre les
acteurs en synergie, d'essayer de recycler la matière organique qui est là, d'essayer d'augmenter aussi le bien-être, voilà, peut-être des agriculteurs, c'est aussi une problématique. Donc on est plutôt dans un territoire comme ça. Après, il y a le département qui peut aider, vous savez, après nous on est il y a les agences de l'eau qui font leur politique, et puis il y a l'État, donc il y a la région qui chez nous finance des retenues, finance des filets anti-grêle, finance beaucoup d'adaptations techniques. Donc il y a un petit peu, les collectivités se préoccupent. Après, pour dire un truc un petit peu plus politique, ce serait dire que au niveau par contre de l'État, il n'y a pas une anticipation de ces sujets-là. En fait, on a des politiques à 5 ans, puis les gouvernements changent, ils tombent. Et par exemple, Serge Zaka, là, que je connais un peu, là, celui qui a le chapeau de cow-boy, qui parle d'agroclimatologie, pour ceux qui voient, et lui... il dit en fait il va au ministère, etc., mais ça reste un peu lettre morte, quoi. Et lui il dit en fait il faut anticiper une filière, c'est 10 ans ou 15 ans pour structurer une filière. Donc aujourd'hui on voit là que le climat remonte, donc il y a des productions actuelles seront plus à leur place dans 15 ans, et donc du coup il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on va produire. Et donc là on voit bien les arboriculteurs témoignent de ça, ils savent pas qu'est-ce qu'il faut planter, et en fait personne vient leur dire oui, les agriculteurs sont des acteurs économiques dans un monde où ils doivent se débrouiller en fait pour expérimenter. Et donc aujourd'hui l'impression que ça donne, c'est que c'est beaucoup les agriculteurs qui portent la responsabilité de l'adaptation et qui doivent risquer d'installer telle ou telle culture. Et donc, il y a quelques filières qui se structurent, mais un peu de leur initiative, sans forcément que ce soit très accompagné, très structuré, et il n'y a pas de vision de long terme. Voilà, il y a des filières de pistaches qui se montent dans le sud de la France, il y a des choses, mais en fait, c'est complexe, parce qu'on a des grosses concurrences sur ces cultures-là de pays méditerranéens, où c'est bien moins cher. Si on veut faire des dattes, de la pistache et tout, il y a la Turquie, il y a le Maghreb, donc du coup, la messe, elle est vraiment pas dite sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ces régions-là, et il n'y a pas une anticipation très très forte. Au niveau politique, au niveau territorial, il se passe plein de choses intéressantes dans les territoires. En fait, les politiques locaux restent dans le territoire, voient les fluctuations et du coup développent des solutions, ou en tout cas soutiennent des projets qui font face aux fluctuations. L'État, le gouvernement, vous avez vu le Sénat sur l'agriculture bio, c'est un festival quand même, c'est le retour en arrière complet. Mais ça, quelque part, c'est un peu anormal pour le Sénat, parce que c'est censé être représenté les territoires quand même. Mais au niveau de l'État, c'est plutôt un frein actuellement. C'est malheureux, mais c'est un frein. Parce que dans la nuée d'oiseaux, c'est les oiseaux au cœur de la nuée qui sont aveugles aux fluctuations du monde. Pour voir les territoires se transformer, il faut aller voir les oiseaux qui sont à la périphérie de la nuée d'oiseaux. C'est eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. C'est eux qui voient ce qu'il faut faire, qui vont contaminer le cœur du système. Et donc là, l'État, la Commission européenne, elle est en retard, très en retard. Elle est même en retard sur le secteur financier. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouvelles. Là. Le secteur financier voulait maintenir la CSRD, etc. Parce qu'eux, ils ont besoin de savoir, avec les changements climatiques, ce qui va se passer. La Commission européenne revient en arrière. Donc la Commission européenne est en retard sur le secteur financier. Là, il faut quand même le faire, parce que c'est quand même pas le secteur le plus avancé sur la transition écologique. Quand même. Donc en effet, c'est une question politique. En fait, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se planter quand même, grosso modo. La géopolitique mondiale, alors on voit que c'est en train de se planter. Au niveau national, c'est un peu du théâtre. Donc c'est au niveau territorial que ça se passe. En fait, ce qu'on peut espérer, c'est que les politiques locaux vont être devant la loi. Un exemple bien pratique, c'est Montsartou. Les premières régies municipales agricoles, ça a été fait dans une petite ville qui a fait les premières régies municipales agricoles, donc où la production de vergers, de maraîchers vient nourrir les écoles directement, sans passer par la case sanitaire, etc. Maintenant, c'est le démonstrateur national des régies municipales agricoles. Donc c'est le territoire qui a écrit la loi. Et il y a plein d'exemples comme ça où ça vient du territoire, finalement. Si je peux développer un tout petit peu Montsartou, parce que je suis passé là-bas. Du coup, eux, ils ont... Là, par exemple, il y a brancher les cantines en bio, c'est une chose, mais ils ont quand même embauché, créé une ferme municipale sur laquelle bossent des employés municipaux pour nourrir les enfants, les EHPAD, les hôpitaux, etc. Puis ils ont aussi une politique super intéressante sur le foncier. Ils travaillent, parce que là-bas, c'est juste derrière Nice. Donc les gens, ils attendent que leur terrain devienne constructible. Et eux, ça fait 15 ans qu'ils sont là, non. Et en fait, ça, c'est agricole. Donc ils travaillent avec les propriétaires pour qu'ils les louent et qu'il puisse y avoir de l'agriculture qui se développe, quoi. Donc vraiment, à un quart d'heure de Nice, c'est pas évident. Mais donc, en fait, et un des facteurs clés de succès aussi, c'est qu'ils sont là depuis 20 ans. Et donc, ils ont pu déployer des politiques, pas sur 5 ans, mais sur 20. Et en fait, ça vient aussi dire que pour qu'elles soient efficaces, ces politiques, que ce soit territoriales ou nationales, il faut quand même un peu s'installer dans la durée, parce qu'il faut faire aussi changer les mentalités. Puis il y a certains processus qui vont mettre plus de temps. Et c'est un peu une des clés là, de la transition agroécologique dont parle le film, qui aujourd'hui existe, même si elle est noyée sous un peu le dogme productiviste, qui est on continue de faire comme avant, et puis on dérégule, parce que finalement, l'environnement, ça c'est les discours politiques. C'est pas ce que disent les agriculteurs. Les discours politiques vont vite dire on produit, et puis on dérégule le reste. Ah non, 2% de jachère, c'est trop, on y va. Et au final, sur le terrain,
Voilà, sur le terrain, c'est pas ça que les gens disent, mais au niveau politique, il faudrait aussi se dire qu'il faudrait des fenêtres de tir de 20-30 ans, parce que c'est sur toute une génération qu'on va pouvoir... Là, c'est les jeunes aujourd'hui qui peuvent amener l'agroécologie, parce que quand on donne à 10 ans de la retraite, on va pas changer tout son système, quoi. Les jeunes qui s'installent, eux, ils ont la niaque, ils ont envie, de toute façon, ils apprennent ça aussi en cours maintenant, et donc du coup, certains ont envie d'expérimenter ces systèmes-là. Donc il faut pouvoir les encourager, les accompagner, les aider aussi potentiellement financièrement, parce que quand on passe d'un système très productiviste à un système, par exemple, agriculture de conservation, comme ceux qu'on voit dans le film, où il reste encore un peu de chimie, hein, mais on peut aussi le faire en bio, comme c'est dit, du coup, on va avoir une période où, en fait, où ça ne va pas forcément très bien produire. Période de transition, passer d'un système à l'autre, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ces années-là, quoi? Et donc, le gros frein, il est là, en fait, aujourd'hui. C'est qu'on pourrait très bien le faire, on sait le faire, même si c'est plus technique, même si ça suppose aussi de changer de rapport à l'agriculture. Ça suppose de se mettre à travailler avec, d'observer, de ne pas être dans des recettes qu'on applique forcément sur toutes les parcelles, d'être vraiment plus dans le lien aussi à ce qui se passe dans l'observation et dans le lien au vivant. Mais il faut du temps et puis il faut pouvoir être accompagné. Et c'est ce que dit un sondage là qui était dans l'étude du Shift Project. Donc du coup, il disait que 90% des agriculteurs qui avaient été interviewés, donc il y en avait quand même 8000 dans l'étude, et certains pourront préciser, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont suivi ça de près ici, mais du coup, sur ces 90% disaient qu'ils étaient pour une transition écologique dans l'agriculture, si on leur donnait les moyens de le faire. Donc ça, c'est de la formation et de l'argent. Donc il faut s'enlever de la tête, en tout cas, que le monde agricole est un peu bas du front et a envie de faire du productivisme à tout prix. Évidemment, ils ont envie de gagner leur vie, j'ai envie de dire comme tout le monde. Quand on bosse 70 heures par semaine sans prendre de vacances, on a quand même le droit de gagner un peu sa vie, il me semble. Mais derrière, il y a la question de, bah oui, on pourrait faire tout à fait des pratiques différentes, mais pour ça, il faut qu'on soit accompagné à le faire. Ouais. Je peux rebondir sur le temps long. Pour élargir le temps, allonger le temps, il y a un secret, c'est la coopération et la mutualisation. Ça, c'est incroyable, hein. C'est qu'en fait, plus on mutualise, plus on augmente le nombre de partenaires, et en fait, plus on va avoir des appels à projets qui se chevauchent les uns avec les autres, on va avoir des sources de financement différentes, et d'un seul coup, on a un projet à 20 ans. Mais par contre, ça veut dire qu'on est contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. C'est toujours pareil. Et donc, en fait, comme ça, on allonge le temps. Et en fait, c'est un peu la leçon. On dit souvent qu'on manque de temps, qu'il y a urgence. Le piège performant, c'est d'accélérer. Quand on vous dit qu'il manque de temps, on accélère. Alors ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Vous savez, ce qui nous arrive, là, on est sur une autoroute, hein, des gens déjà très très vite, hein, et tout nous indique que le brouillard se lève. Alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis sur une autoroute et que le brouillard se lève, je n'accélère pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur l'autoroute et que le brouillard se lève? On ralentit, mais on ne ralentit pas pour le plaisir de ralentir, c'est pour interagir avec son environnement local. En fait, c'est l'ancrage territorial qui allonge le temps et qui allonge les perspectives. Quand on manque de temps, il faut juste réfléchir 2 secondes. Quand on manque de temps, il faut juste savoir qu'on évolue dans un espace à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. C'est l'ancrage territorial qui nous fait gagner du temps. Face à l'urgence, bah, c'est l'ancrage, tu l'as dit. Hein. Ouais, mais voilà, même les entreprises aujourd'hui se posent la question de développer l'ancrage territorial. Et du coup, on en discutait tout à l'heure, la robustesse aussi passe par là. C'est aussi l'axe du coup du bien commun aussi, de comment on s'inscrit dans une dynamique où on va chacun s'entraider sur le long terme, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de bouquins hein, là-dessus. Hein. Elinor Ostrom, hein, La gouvernance des biens communs, voilà, immanquable, 90, prix Nobel d'économie 2009. Voilà. Donc vraiment quelqu'un à lire. Mais bon, on a fait 25 minutes sur une question. Oui. Et là, en fait, alors c'est comme les méga-bassines hein, ou les bassines d'eau. En fait, dans le monde qui nous arrive là, il va falloir effectuer une transition. Alors on peut mettre d'autres mots, hein, une bifurcation. Voilà. Et du coup, il va falloir entrer en incohérence. Il va falloir être schizophrène. Il va falloir avoir un pied dans le monde de la performance et avoir un pied dans le monde de la robustesse, hein, pour le dire un peu de façon binaire. Et donc ça veut dire, comment on fait ça? Donc être incohérent, ça veut dire qu'il y a une contradiction interne totale. Et bien là, l'exemple du glyphosate, c'est parfait pour ça. C'est que ça veut dire, ben voilà, j'hérite d'un terrain qui a été très labouré pendant des années, donc du coup il est bourré de graines d'adventices. Si je ne fais rien, si je fais de l'agriculture de conservation immédiatement, je vais faire pousser que des adventices. Alors on appelle ça des mauvaises herbes, hein. En fait c'est des plantes pionnières. Parce qu'elles arrivent à pousser sur un terrain très dégradé. C'est ça. Bon, mais on va dire ça des adventices. Donc du coup, si on fait ça, le paysan, il est là, il ne va pas survivre, parce qu'il n'est pas capable d'avoir le rendement suffisant pour maintenir une activité économique. Du coup, c'est très bien dit dans le film hein, d'ailleurs, hein. La première année, on va mettre beaucoup de glyphosate pour maintenir une activité économique, mais au bout de 10 ans, on n'en mettra plus.
Donc en fait, c'est là le côté schizophrène. C'est que la première année, on est vraiment totalement incohérent, quoi, hein. On fait de l'agriculture de conservation et on met du glyphosate. Mais c'est un chemin. Parfois, il faut faire le contraire de ce qu'on voudrait faire, mais par contre, c'est une tactique. C'est quasiment de la guérilla, hein. Mais s'il faut mettre du glyphosate pour transformer l'agriculture française, ou européenne, mondiale, eh ben, allons-y, si c'est vraiment... Mais il faut que ce soit transitoire, hein. Par contre, c'est comme les mégalacines, il faut qu'il y ait un engagement et qu'on s'y tienne. Ça, par contre, voilà, c'est le one-shot, hein. La question elle est super embêtante, la question du glyphosate. Je voulais laisser dans le film parce que je voulais pas être tout seul à être embêté avec ça. Donc moi j'ai découvert ça en faisant mon enquête, hein, voilà. Mais globalement en fait, la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des sols couverts qui sont pas à nu et donc qui perdent toute leur vie quand ils sont labourés et mis à nu. Donc on a des taux de matière organique très très faibles dans les sols de l'ordre de 1,5. Donc l'objectif c'est d'essayer de remonter à 4 puis à 8. Donc ça va prendre 10, 20, 30 ans, ok ? Donc de nouveau, ça nous met sur le temps long dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire avec des produits, on sait bien cultiver sur des temps très courts et faire beaucoup d'alimentation à pas cher, on sait très bien le faire. Le problème, c'est qu'on détruit tout. Donc voilà, donc la question, c'est comment on inverse la tendance. Donc pour ça, c'est pas la seule réponse, mais prendre soin des sols et de la vie qu'il y a dans les sols, pour leur permettre de regagner en auto-fertilité, comme c'est dit dans le film, ça c'est une des réponses. Et en plus, ils vont stocker du carbone, donc ça, quand on fait les mesures de carbone, on est content. Et puis, ils vont aussi retenir mieux l'eau, donc en période de sécheresse. Donc on gagne sur pas mal de tableaux différents. Et du coup, pour arriver à faire ça, effectivement, donc on peut broyer les couverts. Il y a des techniques mécaniques qui évite de se passer du glyphosate, comme c'est dit dans le film. Et donc là, on fait se rejoindre les techniques aujourd'hui de l'agriculture biologique, qui ont tout compris au niveau de on se passe de la chimie, mais qui n'arrivent pas à gérer, les sols sont à nu en grande culture une partie de l'année, pas en maraîchage, hein, mais en grande culture, on a du mal à gérer, de ne pas mettre les sols à nu à des moments. Et puis l'agriculture de conservation, qui, elle, couvre les sols, mais encore du glyphosate. Donc on fait se rencontrer les deux, et là, on a de l'agriculture biologique de conservation. ABC. Voilà. Donc ça existe. C'est un peu pionnier par contre. Donc il y a des gens qui en font, ils doivent être 400 en France à peu près. On est en train de tourner un petit film sur le sujet là, parce qu'on fait une web série, vous irez voir en parallèle du film, qui s'appelle Sortir du ring. Et donc du coup on prépare un épisode là-dessus. Et donc, mais c'est pionnier, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas complètement stabilisé, ça marche ici, ça marche moins là. Il y a des gens qui font de la recherche et développement, qui imaginent des machines justement qui peuvent venir broyer les couverts. Et donc on fait ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire du semi-direct. Donc on sème dans la culture d'avant. C'est vraiment une agriculture qui travaille avec la biologie, avec les plantes. C'est ce que dit Konrad Schreiber à la fin. Il dit dans 10 ans, on y arrivera, mais pour l'instant, voilà. Et en fait, encore une fois, il faudrait de l'argent, il faudrait faire de la recherche là-dessus, il faudrait mettre des moyens en se disant, c'est l'agriculture du futur, parce que du coup, elle coche toutes les cases pour le coup. Alors voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. C'est des gens qui bricolent, un peu des géotrouve-tout qui bricolent dans leur coin, qui ont fait un super réseau, hein, qui s'appelle les décompactés de l'ABC. Voilà, donc c'est vivant, c'est dynamique, ils s'échangent des trucs, mais ce n'est pas encore au point. Donc il faut pousser pour faire reconnaître ces pratiques-là. Et puis parfois, il peut y avoir aussi des rendements plus faibles. Alors sur ces techniques d'agriculture de conservation, on va être parfois sur des rendements plus faibles que ce qu'on aurait en mettant plein de produits. Mais on n'a pas acheté de produits, et puis on passe moins de tracteurs, donc c'est pas grave si on produit un peu moins, parce qu'on n'a pas dépensé. Donc aussi, c'est sortir de la logique du rendement à tout prix, en se disant, peut-être que si je fais pas 110 quintaux, mais j'en fais que 80, mais que j'ai mis moins d'intrants, peut-être ça marche aussi. Et juste, j'ai pas tout détruit au passage. Donc voilà, c'est un système, il faut retrouver une logique économique aussi autour de ça. Combien va coûter l'alimentation dans ces systèmes-là? Ça, c'est la question corollaire, quoi. Alors déjà, dans le film, il y a différents types d'agriculture qui sont montrés, hein. Après, sur des représentations syndicales, il pourrait y avoir plusieurs angles. Et puis du coup, oui, et c'est peut-être pas forcément majoritaire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et de toute façon, il y a des réflexions en cours, et il y a des choses qui bougent, et selon les régions, ça va occuper quand même du poids. C'est juste qu'on ne va jamais en parler dans les médias, et que les syndicats majoritaires ne mettent pas forcément beaucoup en avant ces techniques, mais là-dessus, je sens, Jean-Paul, que tu as envie de nous dire un mot sur ton expérience. Donc Jean-Paul est l'agriculteur, il vient du nord de la France. On peut l'applaudir aussi, tu as fait un peu des bornes. J'ai commencé à changer mes pratiques. Je suis en agriculture de conservation et c'est moi qui ai initié le terme. Le glyphosate, c'est un moindre mal parce que je l'utilise en fin de compte comme solution finale après avoir broyé mes couverts. Et sur le positionnement agricole, en fin de compte, par rapport aux élections chambres d'agriculture, on a eu une surenchère entre la FNSEA et la coordination. Tu peux continuer, monsieur, c'est pas entre la FNSEA et la coordination rurale. Cette surenchère, sincèrement, je suis contre. Je pense que la FNSEA s'est trompée de combat.
Auparavant, c'était plutôt un syndicalisme de propositions. Là, en fin de compte, ils ont fait une liste de 120 demandes. On serait resté à 5-6 demandes importantes. Je pense qu'on aurait eu plus de visibilité. Par contre, aujourd'hui, en fin de compte, moi, je défends un changement de l'agriculture, avoir une politique agricole qui prenne réellement en compte le changement climatique. Je peux vous dire, c'est difficile de se faire entendre. Cependant, j'ai été au salon aujourd'hui, je suis resté dans le hall 4 où il y a toutes les organisations professionnelles pendant toute la journée. J'ai rencontré pas mal de monde et il y a quelques signes qui me font espérer qu'on revienne à un peu plus de raison, notamment dans le syndicalisme agricole, de la part de la FNSEA. En fin de compte, moi, il y a 2 ans, j'ai réclamé un éco-régime. Donc, en France, on a 3 éco-régimes, mais j'avais réclamé un 4e éco-régime, couverture longue durée des sols, qui est réellement une réponse par rapport au changement climatique. À cette époque-là, Arnaud Rousseau m'a rigolé au nez. Aujourd'hui, au niveau de la FNSEA, il commence à se dire « Ah ouais, tout compte fait, c'est peut-être pas trop mal. » Maintenant, j'attends de voir. J'ai reçu sur mon exploitation différentes personnes, Marine Tondelier. J'espère, normalement, courant mars, je vais avoir Pascal Canfin, député européen, qui est à l'initiative du Green Deal. Je trouve dans le Green Deal... En fin de compte, il a mis la barre trop haut sans expliquer comment on y allait. D'accord ? Et aujourd'hui, je l'ai compris. Et je pense qu'il faut qu'ils revoient leur copie et que, en fin de compte, tout ce qu'il y a dans ce film-là, qu'ils s'en inspirent. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je suis là ce soir. Un autre exemple pour montrer qu'on est quand même, ce film est représentatif d'une dynamique. C'est plutôt la dynamique, on n'y est pas encore ça au niveau national, mais c'est l'exemple que je prends tout le temps, les mélanges variétaux de blé. C'est quand au lieu de mettre la meilleure variété de blé et de chercher le rendement maximal, on met une vingtaine de variétés de blé en mélange. Donc il y en a un tiers qui est résistante à la sécheresse, un tiers qui est résistante aux inondations, un tiers qui est au milieu. Et du coup, on ne cherche pas le rendement maximal, on cherche le rendement stable. Plus faible, mais qui ne va pas dépendre des fluctuations. Hein. Voilà, donc c'est parfaitement adapté au monde qui vient. Bah, ça, c'était 5% des surfaces cultivées en France en 2010. En 2020, dans l'Hérault, c'est 40%. Donc c'est en train de basculer. Les grands semenciers, les 5 grands semenciers, ont toujours freiné des 4 fers sur les mélanges variétaux. Aujourd'hui, ils commencent à vendre des mélanges variétaux de blé. Donc tout ça, c'est des signes. La marge est en train de contaminer le cœur. Et ça va aller de plus en plus vite parce que les fluctuations vont être de plus en plus fortes. Je peux dire un mot sur le 4 pour 1000. C'était quelque chose qui était beaucoup soutenu par Jean-François Souzana à l'INRA, donc l'INRAE maintenant. C'est un peu l'idée de remettre du carbone dans les sols, grosso modo, donc grâce à la biomasse, grâce à la biodiversité. En fait, si vous voulez, actuellement, je vais sortir un peu du sujet. On fait des bilans carbone actuellement, et c'est des bilans de CO2 émis, estimés. Et en fait, c'est assez maladroit, ce truc-là. C'est pas mal, c'est un point d'entrée dans le sujet, mais en fait, c'est du CO2 émis. Voilà. Est-ce que le CO2, c'est le symptôme, c'est pas la cause du problème, c'est le symptôme de nos activités. Réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer, comme dirait Aurélien Barraud. Donc du coup, c'est pas le sujet. Donc en fait, un autre bilan carbone, ce serait de faire des carottes dans les sols et de mesurer la quantité de matière organique qu'il y a dans les sols. Alors, ce n'est pas parfait, ça reste assez simpliste. C'est qu'une carotte et on mesure que de la matière organique. Mais s'il y a plein de matière organique dans le sol, ça veut dire qu'au-dessus, il y a de la biodiversité, il y a beaucoup de biomasse, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de pollution parce que la vie se développe. S'il y a beaucoup de carbone dans le sol, ça veut dire que ça fixe du carbone réduit. Donc là, on a réduit le CO2, mais ce n'est pas juste pour enlever le CO2 dans l'atmosphère, c'est vraiment par la biodiversité. C'est encore une fois, c'est le billard à 3 bandes, on crée les conditions dans lesquelles la solution émerge. On ne cherche pas la solution clé en main, performante, on cherche les conditions dans lesquelles la solution émerge. Et donc, quand on augmente la biodiversité, c'est comme ça que de façon systémique, on lutte contre la crise climatique. Et donc, le 4 pour 1000, je vais quand même revenir sur la question du 4 pour 1000, c'est de remettre du carbone dans les sols. Mais on remet du carbone dans les sols, alors ça va nous aider pour la crise climatique, mais pour plein d'autres choses. Tu l'as dit, garder de l'eau dans les sols. S'il y a de la matière organique dans le sol, ça va garder l'eau dans les sols. S'il y a de la matière organique, du coup, il y a de la microflore, il y a de la microfaune qui va apporter les services écosystémiques qui vont nous empêcher d'utiliser des engrais, des pesticides. Donc tout ça, c'est... En fait, on remplace les externalités, l'engrais, l'irrigation, les pesticides, par les services écosystémiques de la biodiversité.
Et c'est ça la magie de la biodiversité finalement. Et donc ça répond y compris à la crise climatique. Il faut être très clair, hein, aujourd'hui le levier systémique, enfin le plus systémique pour régler tous les sujets de la crise socio-écologique, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Parce que c'est ça qui va nous permettre de résoudre la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions globales et la pénurie de ressources. Pour compléter sur le 4 pour 1000, en fait, c'était Stéphane Le Foll qui était venu présenter cette initiative qui était montée, je crois, par des chercheurs et des ONG. Notamment, il avait présenté, je crois, à la COP 21. Donc, c'était un peu novateur à l'époque. C'était sous Hollande. Et à l'époque, l'agroécologie était poussée par le gouvernement. Donc là, aux dernières nouvelles, le mot agroécologie a été retiré de la loi sur l'orientation agricole par le Sénat. Donc ça a été voté il y a quelques jours en catimini, là, avant le lancement du Salon de l'Agriculture. Donc il y a des gros reculs en fait, sur ces thématiques-là, en tout cas dans son portage politique par le gouvernement, et donc on n'en entend pas parler parce qu'il n'y a pas de portage politique. L'initiative, elle existe au niveau mondial, donc ça consiste à dire si chaque année dans les sols, on stocke, je parle sous ton contrôle, 4 pour 1000 de CO2, mais 4 pour 1000 de quoi, je ne sais plus. Bah c'est 0,4% en grosso modo. Hein. Enfin, voilà, voilà, 0,4% de carbone en plus dans les sols chaque année. Et bah, du coup, il disait on résout la crise climatique à terme par ce biais-là. Et donc, du coup, il réfléchissait comment on peut rendre les sols beaucoup plus en capacité de stocker du carbone. C'était une manière de lui donner une dimension mondiale et chiffrée, et donc d'avoir une entrée pour propager l'idée. Donc, ça a marché à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que ça vivote, que ça marche plus vraiment cette initiative-là, mais sur le fond, elle est encore vivante. Et je parle sur la question des lycées agricoles. Rapidement, les lycées agricoles, c'est un peu, il y a deux salles, deux ambiances. Enfin, il y a différents lycées qui ont un petit peu leurs axes. Donc, il y en a qui vont être très enclins à parler d'agroécologie. Donc ça va attirer des gens qui ont envie d'en entendre parler globalement. Et il va y avoir des lycées agricoles, alors ils ont des obligations d'en parler aussi, mais où ils vont être vraiment plus portés, on va dire, sur tout ce qui est machinisme agricole. Donc quelque chose voilà, plus traditionnel, quoi, finalement, de ce qu'on a toujours fait jusqu'ici. Et qui vont moins être soit intéressés, soit moins câblés, finalement, pour enseigner ça aux étudiants. Et après, il y a les systèmes un peu de reproduction sociale aussi, sur faire comme ses parents ont toujours fait, quand même, malgré tout. Voilà. Ça peut être un truc qui joue quand même assez fort, là, dans ça. Et du coup, le film, nous, on l'amène en lycée agricole. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des lieux d'enseignement agricole, on cherche à former des animateurs, des animatrices avec un guide d'animation pour aller en lycée agricole, le proposer et poser un peu ces sujets sur la table, voir où est-ce que les élèves en sont sur les questions aussi de réchauffement climatique, avec des gens qui vont être dans le déni ou carrément contestataires ou carrément dans l'éco-anxiété. Il y a un peu différents profils. Et puis, derrière, arriver à voir comment eux, ils se projettent sur leur ferme plus tard et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place et comment ils pourraient être accompagnés à faire de l'agroécologie. Parce que comme je disais, on en revient là et sur 4 000, c'est un peu ça. C'est-à-dire, en gros, plein de gens auraient envie d'en faire. Aujourd'hui, là, je parlais avec une conseillère technique là, dans la vallée de la Drôme, là, de la collectivité. Là, ils ont des financements pour planter des haies. Tout le monde est là, ouais, on plante des haies, carrément, ouais, c'est parti. Donc du coup, s'il y a des aides, il y a plein de gens quand même qui ont envie d'y aller. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Même faire des couverts végétaux, ça coûte cher. Quand vous en plantez un couvert végétal, c'est le printemps, mais comme il fait sec, il lève pas, vous avez perdu de l'argent. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, même les gens qui font des bandes enherbées dans les vignes, etc., qui font des mélanges, etc., ça coûte vachement cher, en fait, tout ça. Donc il faut pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, la PAC, un des gros freins, c'est que la PAC ne l'encourage pas ou très, très à la marge. Aujourd'hui, on m'avait raconté, si vous avez un arbre en plein milieu d'un énorme champ de blé, un arbre isolé, pas une haie, un arbre isolé, il est décompté de vos ECPAT, quoi, des aides PAC. On va l'entourer, il va être raturé. Et là-dessus, vous ne touchez pas d'aide. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On le coupe, quoi. Voilà. Donc il y a le verdissement de la PAC, mais il n'y a pas encore la bascule de la PAC pour vraiment se mettre à pousser l'agroécologie pour plein de raisons. Et la question aussi, c'est les puissances financières qui aussi dictent leurs lois là-haut, quoi. Donc on est sur un bras de fer assez inégal parfois, mais qui n'est pas forcément perdu, mais inégal. Florac, il y a une école de formation pour le lycée agricole. Et alors, je suis très ravi de dire que c'est un des premiers endroits où on a fait une formation à la robustesse. Donc comme quoi, c'est un cœur de cible. Il y a aussi d'autres écoles qui sont très en avance. En effet, il y a un peu de ambiance aussi. Hein. L'ISARA, par exemple, à Lyon, école d'ingénieurs très avancée sur l'agroécologie, qui sont en train de former toute une génération d'agriculteurs qui sont vraiment complètement, enfin de paysans d'ailleurs, je veux dire, qui sont vraiment dans ce nouveau modèle, quoi. Donc en fait, c'est en train vraiment de bouger. Et ça, c'est plein de signaux faibles d'un monde qui change. Je vais peut-être vous donner un dernier exemple, peut-être plus anecdotique. Donc moi, je travaille à Normal Sup à Lyon. Il y a 20 ans, tous les étudiants qui passaient à Normal Sup, ils finissaient tous aux États-Unis à faire un postdoc. Bon, là, inutile de vous dire qu'il n'y en a plus un qui part aux États-Unis, hein, mais vous voyez, pour plein de raisons, mais il y a à peu près la raison principale. Et il y en a souvent, hein, chaque année, il y en a 2 ou 3 qui partent dans une ferme. Donc ça aussi, c'est un signe. C'est les signaux faibles d'un monde qui change.
qui est totalement anormal, c'est que quand on va dire, dans un supermarché, la nourriture ultra transformée est moins chère que les produits frais. Ça, c'est une aberration thermodynamique quasiment. Hein. Le coût du plastique, du transport, ça devrait être moins cher. Enfin, c'est aussi bête que ça. Donc peut-être, une forme de désobéissance. Donc ça veut dire, c'est pas seulement dans l'acte de consommer, mais en fait passer un peu de son temps libre, soutenir Terre de Liens, par exemple. Voilà, Terre de Liens. Certains connaissent. Si vous voulez compenser votre carbone, ou même sans parler parce que le carbone ça se compense pas en fait, mais voilà, si vous voulez donner de l'argent, toute Terre de Liens, c'est très bien. Voilà, là c'est vraiment ça. Alors eux ils ont compris que la crise socio-écologique, c'était l'agriculture le premier levier, et un des premiers freins dans l'agriculture, c'est le foncier. La Terre de Liens, en tout cas, apporte une réponse à ce frein-là. Donc en fait, on peut s'engager tout en étant citadin, très loin des cultures. Hein, on peut tout à fait s'engager dans des projets, soutenir des projets à distance. Il y a des petites questions qui arrivent. Ça parle changement de paradigme, changement de posture, tout ça. Ouais. C'est bien, on arrive vers la fin, là, il y a des gros sujets qui sortent. Oui. Moi, je pense que Olivier, tu pourras très largement compléter. Moi, j'ai l'impression que là, on est au seuil d'un grand bouleversement culturel. Ce qui va nous arriver dessus va quand même être difficile. On va passer des périodes vraiment... on a pour 150 ans de bordel minimum avec le truc climatique et tout, là, même si tout le monde n'a pas encore vraiment percuté. Mais, donc, du coup, ça va nous forcer à nous positionner un peu différemment, quoi. Du coup, parce que là, on avait cherché à dominer les éléments. Bon, là, ça va plus trop être le cas. Donc, déjà, il va y avoir une petite posture d'humilité là, qui va se mettre en place. Et puis, comme... moi, je pense que fondamentalement, c'est un petit peu comment j'interpréterais aussi les messages d'Olivier, c'est on va devoir aussi se mettre au service, travailler avec le vivant et au service du vivant, mais aussi entre humains, développer vraiment plus de solidarité que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a le choix de ne pas le faire. Mais une fois qu'il n'y a plus de ressources et qu'il y a du bordel partout, de toute façon, en fait, ça devient la ressource première. Il y a un très bon bouquin de Pablo Servigne et de son confrère là-dessus sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Donc, il a fait après son premier livre, Collapsologie, comment tout peut s'effondrer. Donc après, il en est venu expliquer, mais pourquoi en fait, c'est la coopération qui va être au cœur aussi de nos sociétés et comment l'être humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là aussi c'est un peu contre-intuitif, est très bien câblé pour coopérer dès que ça devient un peu chaud. Donc dès que ça devient un peu chaud, les systèmes en fait hyper opportunistes, en fait nous on a quand même des systèmes animaux en fait en nous qui font que si quelqu'un vraiment est en danger de mort, en fait on y va quoi. Et en fait quitte à se mettre des fois en danger soi-même quoi. Et donc du coup ces trucs de coopération dans les moments où vraiment c'est pas cool, ils existent, ils sont forts et c'est ceux-là en fait qu'il faut cultiver aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'à Paris c'est plus difficile. Ça c'est sûr, mais peut-être déjà avec la moyenne et la lointaine couronne, il y a déjà vachement de trucs qui se passent. Moi quand je présente le film déjà à 10 km d'ici, il y a beaucoup de choses en fait qui existent et qui cherchent à se renforcer. Donc il faut aussi peut-être aller chercher de ce côté-là. Je vais enchaîner. Pour moi, il y a au moins deux choses. Chercher la dissonance. En fait, pour se transformer, en fait, il faut un moment d'arrêt. Il faut créer un moment d'arrêt où on entre avec ses propres dissonances. Parce qu'en fait, sinon, c'est pour ça qu'on ne change pas, en fait. Si on n'est jamais confronté à ces dissonances, on reste le hamster dans sa roue. Et là, on est dans le pétrin. Alors, c'est très différent d'être en crise. Quand on est dans le pétrin, on est le hamster dans sa roue, on se rend bien compte que c'est toxique, mais on ne sait pas bien pourquoi, mais par contre, on sait qu'il faut avancer. Voilà. Et donc, on continue. Donc, il faut créer une dissonance. Comment créer une dissonance? Par le moment d'arrêt, et en fait, avoir un moment d'arrêt, voilà, où on rentre en dissonance et on est obligé de faire face à sa dissonance. Et là, on commence à rentrer en crise. Le hamster sort de sa roue. Et là, du coup, on déraille. Donc ça, c'est... Voilà. Mais c'est nécessaire, hein, sinon on ne déraille pas. Hein. Il faut la crise. Hein. Et l'autre chose, alors il y a certainement plein d'autres choses, mais une autre chose, c'est la posture. La posture dans le monde stable, abondant en ressources, hein, où tout va bien, où on pense que tout va bien, c'est la posture du décideur. Hein, c'est c'est un meneur qui va dire « je veux et je sais comment faire ». Et du coup, en fait, il exclut tout le monde. Et du coup, on avance toujours tout droit dans la même direction. Et à la limite, c'est pas trop grave tant que le monde est stable, abondant en ressources. Parce que si le décideur se plante, de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs. Donc on peut toujours bifurquer. Si là, on rentre dans le monde instable, en pénurie chronique de ressources, hein, donc c'est ce qui arrive. Hein, en fait, on est déjà dans ce monde-là. En fait, hein, le basculement, il a lieu en ce moment. Et en fait, le décideur change de posture. Ce n'est plus un meneur, c'est un facilitateur. Et c'est quelqu'un, ou facilitatrice, et c'est quelqu'un qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». C'est le contraire. On passe de « je veux » à « j'ai envie », donc on passe du vouloir au désir. Et donc quand on met du désir, en fait, on met du « nous » dans les rouages, si vous voulez. C'est qu'en fait, on ouvre aux autres. Hein. Et quand on dit « je ne sais pas comment faire », ce qu'on met sur la table, c'est le manque de solution.
bah ça fédère, ça mobilise un collectif. Parce que justement, il n'y a pas de solution. Donc on cherche la solution ensemble. Et ça, c'est comme ça qu'on déraille, parce qu'en fait, on se met en posture d'humilité, de vulnérabilité, et c'est autant de fils qui dépassent pour embarquer un collectif. Et ça, c'est vraiment super important. D'ailleurs, il y a un truc tout simple, hein, pour savoir si vous êtes dans un collectif en coopération. Le test, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez dire « j'ai besoin d'aide ». Si vous ne pouvez pas dire « j'ai besoin d'aide », vous êtes dans un milieu compétitif. Et donc, bah, pour bifurquer, voilà, une dissonance, un arrêt, un changement de posture et j'ai besoin d'aide. Voilà. Pour démarrer. Hein, mais... Tu peux enchaîner avec la différence entre coopération et collaboration. Ah oui, je peux enchaîner avec collaboration alors oui, collaboration et compétition. Parce que parfois, la coopération, alors surtout dans les milieux sociaux, écolos, engagés, très souvent, on fait de la coopération performante. Alors, la coopération performante, c'est-à-dire qu'on est au service de la robustesse du territoire, hein, donc on soigne son territoire au sens de santé du territoire, santé préventive du territoire, mais par contre en interne, parce que les enjeux sont très très hauts, très élevés, on y va à fond, on ne compte pas le nombre d'heures, on travaille à fond, et qu'est-ce qui se passe? Burn-out. Vous savez que les ONG, c'est un des endroits où il y a le plus de burn-out, parce que ce sont des gens très engagés qui se donnent à fond, et donc ils ne soignent pas leur robustesse interne. Ils sont au service de la robustesse du territoire, mais ils font de la performance interne. Alors là, ils aident personne, parce qu'ils sont en train de se cramer en interne, alors qu'on a vraiment besoin d'eux et qu'ils pourraient apporter quelque chose au territoire. Donc ça, c'est de la coopération performante. La coopération robuste, c'est de la vraie coopération, c'est-à-dire qu'on est au service de la robustesse du territoire, mais en interne, on soigne sa propre robustesse. Vous voyez, la robustesse, c'est pas à la carte. C'est à la fois une organisation qui est robuste, ça peut même être un individu qui est robuste, qui prend soin de sa santé, qui prend soin de la robustesse de son collectif, et le collectif prend soin de la robustesse du territoire. Et là, ça marche. Le maillon faible dans une coopération, c'est le maillon performant, parce que c'est le plus fragile. Sur l'agro, les scénarios à faire montrent très bien qu'avec l'agroécologie, on peut nourrir les habitants et la population mondiale va baisser à partir de 2050, on en est sûr. Toute la deuxième moitié du XXIe siècle, ce sera une baisse de population humaine. Pour des raisons économiques, hein. Ce n'est pas pour des raisons de famine ou de guerre, c'est des raisons économiques. C'est comme en Chine, hein. Depuis 2022, ça baisse. Donc déjà, ça va nous rassurer, on ne va pas arriver à la bombe humaine de 14 milliards d'habitants à la fin du siècle. Hein. Ça, c'est maintenant, on en est à peu près sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour nourrir avec de l'agroécologie où, un des secrets, hein, c'est quand même de manger moins de viande. Voilà. Alors, le problème, c'est que si on mange moins de viande, il y a moins de fumier, il y a moins de fertilisants pour les sols. Donc, comment on remplace toute la matière organique et les engrais, finalement, qui vont dans le sol? Et bien, l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer toute la biomasse qui vient par les animaux. Alors, il y aura toujours des animaux, hein, polyculture élevage, hein. J'adore, hein, c'est exactement ça. C'est très modéré, ouais, c'est toujours pareil, un peu de tout. Mais par contre, il y aura plus d'arbres. Et là, il faut bien réaliser que si je prends la France, je cite toujours Jules César, hein, à un moment ou un autre, il faut citer Jules César. Quand il arrive en Gaule, il disait la chevelue, parce que la France, c'était une forêt. Si les humains disparaissent de la surface de la Terre, l'Europe, c'est une forêt, à part l'Espagne, hein, grosso modo. Mais grosso modo, tout le reste de l'Europe, c'est une forêt. Donc en fait, le modèle agricole qui conviendrait en Europe, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie produit beaucoup plus de biomasse. Le rendement d'un champ de blé, de biomasse totale, hein, les grains, la tige, la racine, c'est le rendement d'une savane. Parce que nous avons copié le modèle agricole du croissant fertile syrien, il y a des milliers d'années. C'est un peu une erreur de départ. On a copié le mauvais modèle, enfin le modèle qui n'est pas adapté à notre territoire. Au Japon, le néolithique japonais, ils mettaient des châtaigniers au-dessus des cultures. Ils faisaient de l'agroforesterie. On aurait pu démarrer, enfin moi on pourrait faire une histoire parallèle où on aurait démarré l'agriculture en copiant. Alors le problème c'est qu'il y a un problème de date, le néolithique japonais est beaucoup plus tard, donc, du coup compliqué. Mais voilà, c'est un peu un exercice de pensée on va dire, mais c'est ça qui va se passer. Moi je suis prêt à parier que dans 20 ans il y a beaucoup plus de forêts dans nos campagnes, hein, parce que c'est même pas pour une raison à la limite de biomasse, c'est que les arbres aussi maintiennent l'hygrométrie, protègent contre la grêle, etc. Enfin, c'est pour des tas de raisons qu'on va mettre des arbres dans les champs. Et avec ça, avec tout ça là, on nourrit sans problème et on passe le pic de 2050, enfin sans problème. C'est jamais sans problème, mais c'est tout à fait réaliste. Voilà. Hier, là, j'étais au Salon de l'Agriculture, il y avait une conférence agroécologie et intelligence artificielle. Donc vous voyez un petit peu comment ça vient.
Donc ça fait sourire. Peut-être c'est vachement pertinent, j'en sais rien, je veux pas dénigrer. Mais en tout cas, il y a quand même voilà, toujours une volonté de remettre une couche de technique, alors qu'au départ, on est un peu en train de dire, ouais, il faut travailler avec le vivant, les écosystèmes, les associations de culture, l'hétérogénéité, la diversité du vivant. Et en fait, non, il faut qu'on rajoute quand même toujours des robots à l'intérieur. Mais ça, c'est la tendance du moment. Il faut vendre des trucs, quoi. Et donc l'atelier paysan, c'est on vend rien, on fabrique tout nous-mêmes, on répare tout nous-mêmes, il n'y a plus de dépendance. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu à contre-courant. Donc c'est un mouvement qui est super, au fait, aussi à soutenir. Et donc c'est un vrai levier de démultiplication de l'agroécologie, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui innovent, qui cherchent, qui inventent des systèmes, et en fait, ils ont besoin de fabriquer des machines pile adaptées à leur passe-pied, à leur planche, et donc ils vont là-bas, et ils font ça. Et donc on a fait un petit épisode, encore une fois, de Sortir du ring, qui dure 5 minutes, qui présente ça. Voilà, donc c'est fascinant, et c'est une vraie réponse sur l'autonomisation, la reprise de pouvoir, en fait, sur les moyens de production par l'outil. Et donc il y a des tas de gens qui apprennent à venir souder, tout est en Creative Commons, etc. Donc c'est très inspirant, de fait. Alors en effet, il y a une agriculture, une recherche en biologie moléculaire qui est totalement au service de Bayer et compagnie, et au système actuel. Alors en fait, la recherche aussi est en train de se revisiter quand même assez profondément. Il y a de plus en plus de recherche participative et de sciences citoyennes, où c'est quasiment le contraire en fait de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quelle question on pose la question avec des citoyens. Et donc, par exemple, j'ai participé à un projet avec des paysans du coin, des paysans boulangers de Lyon, pour relancer une filière épeautre à Lyon, parce que Lyon va avoir le climat d'Alger en 2050. Donc du coup, le blé tendre, ce sera compliqué. Donc du coup, ça, il faut l'anticiper. Et du coup, notre rôle de chercheur, finalement, c'est de sortir des labos et de voir quelles questions posent les paysans dans notre territoire. Et donc moi, alors, je ne suis pas paysan, je ne suis pas agriculteur, donc du coup, moi j'avais des idées préconçues, je me disais, le sujet pour les épeautres, c'est les maladies. Sauf que non, parce qu'en fait, eux, ils font de l'agroécologie, les maladies, ils ont plus vraiment de problème de maladies avec le blé. Par contre, ils ont des problèmes de verse. Ils ont un problème mécanique. C'est qu'en fait, vu qu'il y a des grosses inondations, ensuite il y a des grosses sécheresses, etc., c'est très compliqué de faire. Donc en fait, ça, c'est leur sujet. Alors, on ne va pas faire des OGM avec des plantes résistantes, c'est pas ça. Mais c'est par contre, on peut faire de la sélection participative. Et là, on n'est plus du tout dans la biologie moléculaire, mais par contre, la compétence d'un chercheur, c'est peut-être d'avoir des méthodes statistiques, de la modélisation informatique, des mesures biophysiques, des mesures mécaniques du blé. Tout ça, en fait, le biologiste devient un interdisciplinaire, en fait, un interdisciplinarien, je ne sais pas comment appeler ça, et qui du coup sort. On n'est pas obligé de rester sur l'aspect cellulaire des choses. On peut aussi sortir. En fait, c'est plus une approche, une méthode, finalement, une méthode scientifique. Mais par contre, la méthode scientifique ne répond pas aux enjeux du monde toute seule. Le problème de la méthode scientifique, c'est que l'objectif est d'arriver à une conclusion, alors qu'aujourd'hui, il faut surtout se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est plutôt la démarche artistique. Observation, raisonnement, question. Alors moi, je serais plus positif. On en sort en ce moment. L'approche pasteurienne, par exemple, c'était de tout stériliser, le microbe était l'ennemi. Maintenant, vous mangez des probiotiques. Si vous coupez la peau, il ne faut surtout pas cautériser. Si vous allez voir un médecin, une infirmière, elle ne va pas vous cautériser à l'oxygéner. Elle va vous dire de vous laver les mains avec de l'eau savonnée. Ça veut dire qu'en fait, on va laisser toutes les bactéries faire leur travail. Parce que si vous cautérisez trop, les bactéries qui vont résister à ça, alors celles-là, elles sont vraiment dangereuses. Donc en fait, la culture est en train de changer. Donc moi, je serais les mélanges variétaux. Voilà, c'est exactement dans les vignes. À une époque, les vignes, elles étaient magnifiques parce qu'en effet, il n'y avait rien qui poussait entre les pieds de vigne. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus. En fait, une vigne qui paraît sympathique, c'est une vigne où là, il y a de l'adventice, quoi. Pas partout, pas partout. Mais bon. Alors le système de recherche ne favorise pas du tout les chercheurs qui vont aller faire de la science citoyenne. C'est qu'en fait, on est évalué, comme tout le monde, on a tous des indicateurs de performance, et les chercheurs aussi, on a un facteur H, on publie dans des journaux à facteur d'impact, dans des universités qui sont classées par Shanghai. Donc on a vraiment des indicateurs à tous les tournants. Et du coup, quand on fait de la recherche très solution clé en main, moléculaire, cellulaire, un peu visible,
où on réinvente la roue un peu à chaque fois, hein, quand même. Hein. Ben, ça, c'est très bien publié, on publie dans Nature Science, et du coup, là, voilà, on a une carrière, on a une visibilité, etc. Si on commence à faire de la recherche locale, citoyenne, participative, on va publier ça dans des tout petits journaux, Journal of Lyonnaise Biology, quoi. Et du coup, bah, ça ne va pas trop avoir d'impact. Hein. Le facteur d'impact, ça va être 0,01, quoi. Et donc, du coup, c'est une forme de suicide scientifique. Il faut le dire, hein, c'est très clairement. C'est qu'en fait, on ne va pas avancer. Donc là, il faut un soutien politique pour que des chercheurs fassent ça. Alors, c'est là où c'est incroyable ce qui s'est passé à l'INRA, parce que l'INRA, dans les années 80-90, c'était encore l'INRA productiviste, hein, vraiment à fond, à fond, à fond. Et puis, il y a eu un tournant 2000, voilà, on a eu des PDG, parce que c'est des PDG à l'INRA, qui ont en fait mis de plus en plus l'agroécologie sur le dessus du tapis. Et depuis 20 ans, en fait, si vous regardez le document INRAE 2030, INRAE 2035 qui va sortir, c'est plus ambitieux que le GIEC. Il faut bien comprendre que dans les élevages de l'INRAE, il n'y a plus d'antibiotiques, c'est des huiles essentielles actuellement. Moi, si on m'avait dit ça dans les années 80, ben jamais j'aurais cru ça, quoi. Moi, je suis beaucoup mieux aligné avec mon employeur maintenant. Hein. Enfin, je peux vous le dire. Hein, parce que, mais là, pour le coup, ben, voilà, il y a quand même eu une décision, une posture du dirigeant, finalement, qui a embarqué son équipe. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, comme vous le dites, il y a plein de chercheurs, dans les années 80, hein, je prends les années 80 parce que c'est pratique, qui étaient inhibés, qui s'auto-censuraient. Et puis quand la direction a dit bah, maintenant c'est l'agroécologie parce que les défis bah, c'est comme ça qu'on va les prendre, là d'un seul coup ils se sont révélés, ils sont sortis du bois. Et en fait ils étaient là, hein, ils étaient là tout le temps, c'est juste qu'ils étaient complètement auto-censurés. Et donc le premier rôle d'un dirigeant dans le monde qui vient, c'est de désinhiber son collectif. Et donc en fait lui donner un espace. C'est toujours pareil, hein, c'est je ne sais pas comment faire. Voilà. Et bah, là, voilà, c'est un peu ça ce qui s'est passé à l'INRA. Alors, la démocratie a déjà de la robustesse en elle. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Dans une démocratie, quand on prend le pouvoir, la première chose à faire, c'est d'alimenter ses contre-pouvoirs. Ben, ça, c'est une contradiction interne, ça ralentit tout le monde, mais c'est comme ça que la démocratie reste robuste. Donc, par exemple, dans une vraie démocratie, on n'utilise pas le 49-3. Hein, ça s'appelle une démocratie autoritaire. Hein. Ouais, une vraie démocratie, on ne l'utilise pas. Bon, bah, y a plein d'exemples comme ça. Bon, on peut aller jusqu'à Trump, etc. Voilà, donc, c'est plus des démocraties, hein, ça. Mais par contre, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt que d'aller dans la démocratie, en fait, il y a du déjà là robuste dans la démocratie. Ce que je veux vous dire, en fait, vous partagez, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités territoriales qui s'embarquent sur le thème de la robustesse. Là, j'étais ce matin en train de former la métropole de Rennes à la robustesse. J'ai vu Grenoble, Villeurbanne, Lyon, enfin voilà, c'est en train de percoler quand même. Hein, donc, mais c'est toujours au niveau territorial, hein, c'est jamais au niveau national ou supranational, ça ne faut pas arriver. Mais au niveau territorial, c'est vraiment là parce que ce sont des politiques qui sont dans le territoire, qui vivent les fluctuations et qui vont rester dans le territoire. Donc du coup, ils se posent la question de la robustesse, forcément. Donc ça, c'est voilà, et au niveau tactique, parce que je vois le poindre la question, la tactique, c'est en fait, il faut vraiment, je prenais tout à l'heure l'image de la nuée des tourneaux. La marge, la périphérie des tourneaux, hein, de la nuée des tourneaux, c'est ceux qui sont exposés aux fluctuations, les collectifs de citoyens qui sont exposés à des fortes fluctuations. Eux, ils ont déjà compris, ils ont déjà basculé. Le cœur du système, donc la Commission européenne, Total, McKinsey, ça c'est le cœur faisandé de la performance. C'est une zone pathogène. Ça ne sert à rien, on va perdre du temps, de l'énergie, ils ne vont pas se transformer. Donc du coup, ce qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue politique, c'est de taper dans la strate qu'il y a entre les deux. Donc ça, c'est des personnes qui sont dans les territoires, qui sont soumis à des fluctuations et qui se posent des questions, qui entrent en dissonance. Donc c'est des gens qui sont dans le trouble, qui passent beaucoup de temps dans les expos d'art contemporain, de temps en temps ils mettent un gilet jaune. Enfin, vous voyez, c'est ce profil-là, c'est ceux-là qu'il faut aller voir, parce que c'est toujours pareil, c'est le billard à 3 bandes. Ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement beaucoup de pouvoir, mais c'est une tactique d'encerclement. C'est qu'en fait, si à partir d'un moment, ces gens-là commencent à se contaminer les uns les autres, le cœur est obligé de basculer. Et c'est exactement ce qui se passe dans une nuée des tourneaux. À la fin, c'est le cœur qui finit par basculer parce que tous les autres ont tourné. Voilà, donc on va massifier les marges. Ben, merci à vous tous et toutes d'être venus. On va libérer le cinéma et tous les gens qui nous ont gentiment accueillis ici. C'était super. Vous pouvez retrouver le film sur le site internet de la théorie du boxeur, nous envoyer des petits mots et surtout organiser des projections si ça vous dit, ou nous aider à aller dans les lycées agricoles. On va faire un module de formation pour les élus aussi. Voilà. On peut rester en contact. En tout cas, merci à vous et bonne suite robuste. Bravo Nathalie pour ton film. Merci.